répartition ne fonctionne plus. Alors face à cela, il y a sans doute des réponses différentes, sans aucun doute même du côté de la gauche. Mais moi je crois au compromis, à l'idée que le compromis se fait dans l'entreprise, à condition qu'il y ait des syndicats. Et l'un des reproches qu'on peut faire aux 35 heures, c'est qu'ils ne se sont pas étendus aux petites entreprises, qu'au sein des petites entreprises, la représentation syndicale est souvent très faible, voire totalement absente, qu'on laisse les salariés livrer à eux-mêmes dans les toutes petites entreprises, et que notamment la gauche, et plus particulièrement les socialistes, doivent avoir un discours très fort sur la représentation des syndicats, sur leur force notamment dans ces boîtes-là. Et sur les 35 heures, oui, s'il y avait une part de compromis, évidemment. Même si Lionel Jospin est allé beaucoup plus loin de ce que les socialistes avaient à un moment prôné et fait quand ils étaient au pouvoir. Je me rappelle encore des images de la conférence sur les salaires qui a eu lieu en octobre-novembre 97. J'y étais comme observateur, vu ma place dans le cabinet de Lionel Jospin. Je me rappelle y compris de la surprise certes du patronat, mais aussi des syndicats qui ne s'attendaient pas à ce qu'on aille aussi loin en tout cas dans l'annonce. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a deux choses qui ont laissé un goût amer. C'est la mise en œuvre des 35 heures au sein de la fonction publique, je pense notamment à l'hôpital, sans création de postes et sans augmentation des salaires. Ça a laissé un goût amer, et ça a d'ailleurs noirci d'une certaine manière tout le tableau des 35 heures. Et puis deux, ça a donné le sentiment, alors on peut être d'accord, moi en tout cas sur le constat, que ça se faisait au détriment de l'augmentation des salaires dans de nombreuses boîtes, notamment pour les ouvriers. Ah non, je pense qu'on était dans la réalité. C'est-à-dire que dans les grandes entreprises, ça a créé de la flexibilité, ça crée aussi des possibilités qui ne sont pas inintéressantes pour de nombreux salariés. Il suffit de voir les cadres, ceux qui peuvent partir plus tôt. Enfin, il y a eu des éléments positifs, et en même temps, il y a eu ce sentiment, effectivement, qu'on négociait le temps de travail par rapport à l'augmentation des salaires. Alors, est-ce que ça met en cause l'idée des 35 heures? Je ne crois pas, mais en tout cas, ça veut bien dire que sans doute, dans une période de croissance, qui n'est pas d'ailleurs ce que nous vivons aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas au pouvoir, mais dans une période de croissance, sans doute, l'idée principale à ce moment-là aurait dû être d'augmenter les salaires. Mais il faut bien trouver un point de compromis. En tout cas, moi je crois que la gauche et les socialistes doivent être aussi, évidemment, ceux qui portent les revendications, les aspirations des salariés, mais aussi celui de l'entreprise. D'accord. Mais donc, aussi celui de l'entreprise. Donc pas toutes les aspirations, pas toutes les revendications. Non, parce que moi je Celle vois... des cheminots en grève ces dernières semaines, non. Mais vous avez été clair là-dessus. Oui, mais moi j'ai été clair sur un sujet qui était celui des 37 annuités et demie. Et en même temps, parce que je vis sur la ligne D du RER, je sais aussi quelles sont les conditions de travail des cheminots. La pénibilité, pour ceux qui travaillent la nuit sur les rails, est une réalité qu'il faut évidemment prendre compte dans une négociation. La question de la décote, évidemment essentielle. L'indexation sur les prix, sur le coût de la vie, c'est évidemment un débat. La création d'emplois, la précarité dans la fonction publique, c'est aussi quelque chose qui doit être mis dans la discussion entre l'État, les entreprises et les syndicats. Ce que je dis d'ailleurs, c'est dit aussi par des salariés, c'est dit aussi par des syndicats. C'est-à-dire que moi, je souhaiterais qu'on soit en avance par rapport aux débats qui viennent, par rapport aux aspirations des salariés, par rapport aux problématiques qu'ils connaissent dans le travail. Et je le vois, je suis, entre guillemets, responsable d'une administration communale de 1300 salariés, donc je vois bien quelle est cette réalité. Eux, ils sont à 40 annuités, ils sont aux 35 heures, mais je vois aussi quelles sont leurs difficultés de formation, de qualification, de pouvoir d'achat, et en même temps, je vois comment il faut aussi faire évoluer le service public. On pourrait prendre ces exemples, on a parlé de la Poste, on pourrait aussi parler évidemment de l'hôpital, qui est sans doute un des problèmes majeurs qu'on aura affronté pour des raisons de financement, mais aussi d'évolution de la santé dans notre pays dans les années qui viennent. Sur les salariés qui adhéreraient au système d'une manière ou d'une autre, l'adhésion des salariés au système... Le consentement. Consentement, non plus, je crois pas qu'il y en ait qui puissent s'en satisfaire. J'ai pas entendu ça, pareil, je veux pas parler au nom de leur majorité, mais s'il y en a qui ont voté Sarkozy plus que Royal au deuxième tour sur la question du pouvoir d'achat, c'est parce que quand on parle au portefeuille de millions de personnes, les gens font les calculs. Voilà, 1500 € brut, pas net, d'ici 5 ans, qui était la proposition de Ségolène Royal, tout le monde savait que c'était une augmentation du pouvoir d'achat qui était pratiquement plus faible que ce qu'on venait de connaître depuis plus de 5 ans. C'est-à-dire pas une augmentation du pouvoir d'achat. Voilà. Et l'illusion du coup qu'on pourrait travailler plus pour gagner plus, elle est née aussi de ça. Par ailleurs, il y a le retour de la médaille. C'est qu'en ce moment, il y en a plein qui se rendent compte que les heures sup ne sont même pas payées. Donc l'adhésion est sûrement pas sur le principe de réalité. Hein, pas même sur la question des retraites d'ailleurs, parce que sur la question des retraites, dire au nom du principe de réalité, il faut travailler plus longtemps pour les cheminots,
D'autres ont compris que, par exemple, le même principe de réalité pour les députés n'était pas tout à fait le même, avec le régime très spécial de 22 annuités et demie pour tous. Donc le principe de réalité, c'est que chacun a bien compris que la réalité, on la voit en général au palier de sa propre porte. Quant au principe de compromis sur l'application des 35 heures à la Poste, ça a été la même chose. C'est-à-dire, on va vous réduire un peu le temps de travail, en échange, on va supprimer les tournées de facteurs. Concrètement, ça s'est passé dans mon bureau, dans des tas de bureaux, c'est pour ça qu'il y a eu des grèves en cascade sur la question des 35 heures, et ce compromis-là n'était pas un compromis. Hein, c'est le début de la compromission, on l'appelle comme on veut sans sortir les grands mots, mais en tous les cas, pour moi, c'est pas du domaine compromis. Mais il y a un problème plus substantiel pour la gauche dite réformiste. Excusez-moi, mais je crois que vous représentez même plus le Parti Socialiste, une gauche réformiste. Pourquoi? Parce que dans ce qui a changé dans le monde, parce que moi aussi j'essaie de voir ce qui a changé dans le monde, on est dans un système capitaliste qui est mondialisé, mais qui est aussi en crise, et qui est dans une crise financière durable. On s'en rend compte avec ce qui se passe actuellement avec la crise immobilière des États-Unis, qui a une répercussion sur l'ensemble de l'activité de la mondialisation, qui, plombe l'activité économique de la plupart des grandes puissances, dont celle de la France. C'est pour ça quand Sarkozy dit qu'il va arracher un 3e point de croissance, tout le monde se marre, personne n'y croit. Et comme elle est en crise, on n'est plus dans une phase où le capitalisme peut se permettre justement d'avoir des espaces de compromis avec l'État, des espaces caoutchouc, des espaces tampons qui leur permettaient à l'époque d'acheter la paix sociale en cédant quelques réformes, des réformes sur lesquelles il ne fallait pas cracher, c'est même pas le problème. Mais depuis le début des années 80, dans le cadre d'une globalisation financière qui est sur fond de crise, ces espaces tampons et caoutchouc n'existent plus et les pouvoirs publics n'ont plus grand-chose à dire. Et c'était tout votre problème quand vous avez été au gouvernement, vous, je dis pas individuellement, mais le Parti Socialiste qui a quand même été, je crois, sur 15 ans sur 25 ans d'alternance, c'est quand même pas rien, est devenu une gauche dite réformiste face à nous, dangereux révolutionnaires, qui avait quand même cette spécificité de ne pas être capable de nous pondre une réforme un petit peu audacieuse quand elle était au pouvoir. Parce que ces espaces de compromis sociaux n'existent plus. Et c'est tout le dilemme quand on est de gauche. Et quand on veut poser le problème, justement, qui est celui de la répartition des richesses. C'est de savoir si oui ou non on tape un tant soit peu sur la table pour le faire, et que ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Ça, on est absolument convaincu que ça ne se fera pas sur un principe de claquement de doigts. Mais en tous les cas, pour le faire, il faut accepter à un moment donné de poser le problème pour poser le problème de la répartition du contrôle sur ces richesses-là, du contrôle de la population sur ces richesses-là, du problème du contrôle des salariés sur ces richesses-là, parce que très concrètement, tant qu'il y aura l'opacité absolue sur les conseils d'administration des plus grandes multinationales, il y aura forcément des rémunérations exorbitantes des plus grands patrons. On a cru que simplement en publiant leurs rémunérations, ils allaient se payer moins. Mon œil, ils ont continué à se payer plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrôle sur tout ça. Le secret bancaire, commercial, industriel et la non-publication des livres de compte contribuent à tout ça. Et du coup, poser ce problème-là, c'est en effet savoir qui crée les richesses. Vous avez dit pour vous, c'est pas l'État, c'est les entreprises. Mais moi, je vous dis, c'est ni les entreprises ni l'État. C'est 85% de salariés qui les fabriquent comme des petites fourmis au quotidien, avec ses mains, avec sa tête, sous forme de biens, de richesses ou de services. Et quand je parlais de chercher à réunifier une conscience autour d'un nombre, ça justement devrait être ça. C'est comprendre qu'au sens, je vais prononcer un gros mot marxiste du terme, la nouvelle classe salariale, elle n'a peut-être jamais été aussi nombreuse quantitativement, qualitativement, elle n'a peut-être jamais eu aussi peu conscience d'exister. Le nombre de personnes qui, pour vivre, ont besoin de vendre leur force de travail, manuelle ou intellectuelle, on n'a jamais été aussi nombreux, on n'a jamais eu aussi peu conscience d'exister. Et tout ce travail-là, ça devrait être la tâche, moi, que je pose pour une gauche qui reste à reconstruire. C'est pour ça que ce n'est pas un débat entre les modernes et les anciens. Je pense qu'en effet, tout est à reconstruire. D'un point de vue de représentation sociale pour le plus grand nombre, et puis d'un point de vue du projet politique, c'est-à-dire réhabiliter dans ce mouvement social la perspective anticapitaliste qui cherche à être réinventée, refondée, faire la démonstration qu'entre le socialisme et la démocratie, c'est pas contradictoire, et qu'il y a des exemples dans l'histoire aussi qui peuvent le prouver. Il y a tout ça à faire, c'est un immense chantier, mais en tous les cas, c'est sur ces rails-là qu'il faut s'orienter. Est-ce que c'est de nature, pardon Olivier Benso et Emmanuel Benso, est-ce que c'est de nature recréer une conscience de classe, une conscience salariale est une chose, l'amener sur un combat anticapitaliste, est-ce que ce n'est pas autre chose? Ça devrait être, c'est une question pour les deux. Hein. C'est deux choses séparées, mais c'est deux choses séparées en même temps qu'on délire. Il y a un rapport un peu dialectique entre les deux. Un mouvement social, c'est évidemment pas les seuls révolutionnaires qui vont le reconstruire. Je veux dire, le problème, il est plus global. C'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est effondré du point de vue et idéologique à partir du bilan du stalinisme qui a été terrible et qui se compte plus qu'en millions de morts, mais qui se compte en discrédit politique pour les idées alternatives, aussi le bilan d'une partie de la social-démocratie qui était au pouvoir. Et puis il y a un problème qui est un problème pratiquement du jour le jour, qui est un problème de représentation sociale. Et entre les deux, il y a un lien. Pourquoi? Parce que c'est aussi les prémices du mouvement ouvrier. Si on veut parler histoire, le mouvement ouvrier, ça a été aussi des personnes qui réfléchissaient idéologie, mais qui évoluaient dans la réalité des luttes et des mobilisations et qui ont convaincu à un moment donné un milieu de se représenter soi-même